Historiquement Vôtre, l'émission qui aime remonter aux origines de ce qui fait notre quotidien, surtout par les temps qui courent. David Castello-Lopez, vous nous racontez l'origine des sondages aujourd'hui. Oui. Vous vous souvenez, le 21 avril 2002, moi j'avais 20 ans, Mathieu vous en aviez 19, Olivier 31, Stéphane 38. 31 Oui. Ah oui. C'était pendant les vacances de Pâques. Moi, j'étais devant ma télévision. J'avais voté chevènement. Moi aussi, dans mes bras, on est pareil. Hein. C'est dingue. Ça m'avait valu quand même beaucoup d'insultes de la part de mon entourage. Et là, bam, Jean-Marie Le Pen au second tour. Lionel Jospin qui se retire de la vie politique devant des filles de licence de lettres qui pleurent de désespoir. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Et immédiatement, tout le monde qui tombe sur le dos de ces FDP d'instituts de sondage qui, une fois de plus, ont dit n'importe quoi. Et pourquoi est-ce qu'on leur fait confiance à ces cons ? C'est vraiment la lie de l'humanité. On nous avait dit que le second tour, ce serait Jospin-Chirac, et c'est Chirac-Le Pen. Quoi ? Naze, bande de nazes. Mais bon, ce 11 septembre de la politique, comme on l'a appelé à l'époque, ça fera 20 ans dans quelques semaines qu'il a eu lieu. Et franchement, tout le monde regarde encore les sondages partout, tout le temps. Et donc, ça donne envie de savoir quand est-ce qu'on a commencé à les faire. Bon, les tout premiers dont on trouve la trace sûre, c'est au début du 19e siècle aux États-Unis. Et ils étaient faits avec une méthode assez rudimentaire qui consistait à demander à plein de gens pour qui ils allaient voter et de faire des statistiques. Et puis, il y a eu les élections présidentielles de 1936 aux États-Unis. Et là, il y a des magazines américains, un des magazines américains les plus prestigieux de l'époque, qui s'appelait le Literary Digest, qui a lancé un des plus gros sondages jamais réalisés dans le monde. Il a envoyé 10 millions de lettres à 10 millions de personnes aux États-Unis, un quart de toutes les personnes en âge de voter, en leur demandant s'ils allaient voter plutôt pour le candidat démocrate Franklin Roosevelt, qui était aussi le président sortant, ou pour le candidat républicain Alf Landon. Sur les 10 millions d'Américains qui ont reçu la lettre au du Literary Digest, il y en a 2,4 millions qui ont répondu, ce qui est déjà incroyablement gigantesque. Et grâce à ça, le Literary Digest a prédit que Alf Landon allait remporter l'élection avec 57% des voix. Mais en fait, non seulement Alf Landon a perdu l'élection, mais il l'a super perdu, quoi. Il a eu que 37% des suffrages contre 61% pour Roosevelt. Donc c'était la grosse honte pour le Literary Digest. Et c'était d'autant plus la honte que pendant qu'ils faisaient leur sondage auprès de 2,5 millions de personnes, il y avait un autre sondeur, beaucoup plus modeste, qui en sondant simplement 50 000 personnes, avait non seulement prédit la victoire de Roosevelt, mais il s'était trompé que d'1%. Et ce monsieur, il s'appelait George Gallup. Mais alors comment c'est possible ? Pourquoi le Digest s'est trompé à ce point alors qu'ils avaient un échantillon 50 fois plus grand que celui de Gallup ? Des panels, Eh bien pour deux raisons. Un, pour choisir les 10 millions de personnes auxquelles ils ont envoyé le sondage, ils sont basés sur l'annuaire téléphonique et sur la liste des gens qui étaient abonnés à leur magazine. Or les gens qui avaient un téléphone à ce moment-là et ceux qui étaient abonnés à des magazines, c'était pas des gens des classes populaires, voilà, c'était un certain type de gens. Et deux, ils ont fait leur sondage par la poste. Or renvoyer un bulletin par la poste, c'est chiant. Donc les gens qui ont répondu, ils étaient très motivés. Il y a des recherches ensuite qui ont montré que les gens qui étaient le plus motivés dans cette élection, ce sont ceux qui n'aimaient pas Roosevelt. Et donc ils ont été complètement surreprésentés dans les résultats du sondage du Literary Digest, c'est très dur à dire. Pendant ce temps-là, Gallup, lui, il a pris que 50 000 personnes, donc, mais il les a choisis de façon très précise pour en faire un échantillon représentatif de la population américaine. C'était une technique qui venait du marketing, ça, et qui était pour la première fois adaptée à un sondage. Et à partir de là, Gallup, c'est devenu une star mondiale du sondage. C'est de lui que date l'essor des sondages d'opinion. Et l'entreprise qu'il a créée existe toujours. On voit encore très régulièrement des sondages. C'est du Gallup. Voilà. Aujourd'hui, les sondages, c'est quand même devenu une petite obsession. En France, par exemple, le nombre de sondages réalisés pour les élections présidentielles, il était multiplié par plus de 20 depuis 1974. Alors bien sûr, on parle quand même très souvent des erreurs massives, genre 2002. Mais il faut voir que dans l'ensemble, les sondages, ils se trompent assez peu. Au premier tour des élections présidentielles en France, par exemple, depuis 1965, ils se sont trompés que 2 fois. En 1995, ils pensaient que Chirac arriverait en tête devant Jospin, alors que c'est Jospin qui arrivait en tête devant Chirac. Bon, ça va. Et en 2002, évidemment, le 11 septembre de la politique, mais le truc, c'est que même là, si on regarde de plus près, ils sont pas tant trompés que ça. L'IFOP, ils avaient mis Jospin à 18% et Le Pen à 14%, mais ils précisaient bien qu'il y avait une marge d'erreur de 3%. Alors, si vous enlevez 3% au 18 de Jospin et que vous en ajoutez 3 ou 14 de Le Pen, eh bien, vous tombez à peu près sur les vrais scores du 21 avril 2002. Vous avez bien défendu les instituts de sondage. David. Exactement. Bravo. Bravo. Merci beaucoup, David. On retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur YouTube Dailymotion et sur le site europe1.fr.